Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Monsieur Cissé Lamine. Je reviens aujourd'hui sur thématique que j'intitule Géopolitique et élections législatives de 2022 au Sénégal pour faire une corrélation et une analyse, puisque la politique est une science. Et nous savons tous que le Sénégal va vers vers l'élection législative le 31 juillet prochain. Et les enjeux de cette élection ne sont pas connus de tous. C'est pourquoi j'aimerais amener ce thème. Vous savez, quand on parle de géopolitique, on est obligatoirement forcé de revisiter, n'est-ce pas, ce que c'est que le processus de cette géopolitique. D'autant plus que l'Afrique, en ce qui concerne l'Afrique, l'Afrique a subi l'esclavage, ce qu'on appelle la traite négrière, 3 siècles et demi. Et ce n'est pas n'importe quelle personne on prenait pour amener, ce sont des hommes valides et les femmes valides qui sont jeunes. Donc on a dépouillé l'Afrique de son potentialité humaine pendant 3 siècles, 300 ans, pendant plus de 3 siècles. L'autre dit 3 siècles et demi, d'autres dit 4 siècles, mais 3 siècles et demi. Alors, c'était dans une géopolitique. Maintenant, l'abolition de l'esclavage est intervenue après l'invention, n'est-ce pas, de la machine. On n'a plus besoin des Africains dans les champs. Il faut abolir l'esclavage parce que les machines remplacent les hommes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ce qu'il faut faire, il faut aller occuper les terres africaines, qui sont des terres très riches. C'est ainsi qu'en 1885, ils ont partagé le monde sans consulter nos rois, sans consulter nos autorités. C'est comme si personne n'existait en Afrique. Donc, ce partage de l'Afrique est fait. Cette colonisation a duré plus de 137 ans. C'est à partir de 1900, vers les années 60, que la décolonisation, le processus de décolonisation est entamé après la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, cette Seconde Guerre mondiale a mis en avant la capacité. Les Noirs ont commencé à avoir confiance en eux. Alors, cette colonisation, ce partage de l'Afrique, a instauré ce qu'on appelle le système. C'est de cela qu'on parle. Dans le parti politique qui m'a formé, AJPADS, Parti africain pour la démocratie et le socialisme, très jeune, on nous a appris la géopolitique. Très jeune, on nous a fait comprendre que c'est un système qui gouverne ce monde-là et qui permet à une minorité dans le monde de s'accaparer des richesses du monde entier, de gouverner selon leur bon vouloir, d'appauvrir la grande majorité des populations. Ce n'est pas en Afrique seulement que ce système-là sévit. Nous le voyons en Iran. L'Iran, bon, ce sont les Perses. À un moment donné, ils ont dominé le Moyen-Orient. Mais l'Iran subit ce phénomène-là. Avec l'embargo américain, tout ça là, on ne veut pas que ce peuple se libère et fait valoir ses potentialités parce qu'eux, ils ne le veulent pas tout simplement. Cela se passe en Irak où ils sont venus démanteler un pays, tuer un président. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en Irak aujourd'hui? L'Irak est totalement désintégré. On tue chaque jour des personnes en Irak. Ce sont eux, les mêmes Occidentaux. Le peuple palestinien est en train d'errer, ce peuple palestinien, qui ne dit tout simplement que je voudrais que
mes terres me soient libérées afin que nous installions. Il y a des millions de Palestiniens qui sont partout ailleurs, des exilés qui subissent l'agressivité, l'atrocité, qu'on assassine chaque jour. Les Nations Unies, le monde entier, la personne ne dit, personne ne pipe mot. La Libye a été bombardée, ils ont tué Kadhafi parce que tout simplement, il travaille à la libération politique et économique de l'Afrique. Et quand il a voulu quand il a mis plus de 60 milliards de dollars pour avoir une souveraineté monétaire africaine, c'est là où ils se sont levés. Ils ont créé toutes leurs subterfuges, leur plan avec l'OTAN pour aller assassiner Kadhafi. Et voilà les conséquences que nous subissons aujourd'hui en Afrique. Alors, nous voyons également le Yémen. Aujourd'hui, le Yémen est victime de ce même système mondial. Et l'Amérique latine, les pays de l'Amérique latine qui sont en train de se battre, d'autres pays comme le Brésil, etc., sont en train de se battre pour se libérer, mais ils sont toujours sous la domination impérialiste. Et si nous prenons l'exemple dans nos pays africains, la RDC, la République démocratique du Congo, qui fait plus de 2 millions de kilomètres carrés, toutes les richesses du monde entier sont dans ce territoire-là. Pourquoi le Congo est pauvre? La question à se poser, pourquoi le Congo est pauvre aujourd'hui? Parce qu'il y a un système qui exploite les richesses congolaises et ce sont les multinationales qui s'installent, ils pillent les ressources congolaises sans les Congolais et au détriment du peuple congolais. Le monde entier regarde. Quand je parle de Congo, je parle de Congo RDC. Mais l'autre Congo, chez Denis Sassou Nguesso, pourquoi Lissouba est parti? Pourquoi ils ont fait revenir Sassou Nguesso? Tout simplement, le système doit perpétuer, doit continuer. Le pétrole congolais ne profite pas aux Congolais. Le Congolais erre partout en Afrique, partout dans le monde, alors que le Congolais ne doit pas errer. Le Gabon, en termes de superficie par rapport à la densité de la population, il fait moins d'1 million de kilomètres carrés. Le Gabon est de loin plus grand que le Sénégal, 2 fois plus grand que le Bénin. Mais le Gabon a du pétrole, il a du bois, il a toutes les richesses dont vous pensez sur son sous-sol. Le Gabonais se cherche aujourd'hui. Parce que c'est ce système de prédation internationale qui est imposé à la tête des Africains. Alors, c'est pourquoi, quand vous prenez la RDC, le Congo, le Gabon, etc., vous prenez par exemple la Guinée, là, on prend en Afrique de l'Ouest, la Guinée de Sékou Touré. Sékou Touré a proclamé son indépendance, mais il a subi les conséquences impérialistes. Le peuple guinéen aujourd'hui est divisé. Les facteurs, les conséquences, n'est-ce pas, de cette privation, de ce combat impérialiste qui a mis à genoux tous les dirigeants et le peuple guinéen. Jusqu'à présent, la Guinée se cherche. Nous prenons le gars de la Guinée-Bissau qui a subi la guerre de libération nationale. Guinée-Bissau, oui, avec Amical Cabral. Est-ce qu'être indépendant, jusqu'à présent, la Guinée-Bissau est en train de payer cette guerre de libération par les armes, jusqu'à présent. Il y a l'instabilité en Guinée jusqu'à présent. Les Guinéens ils ne sont pas unis jusqu'à présent. Et nous prenons par exemple le Burkina Faso. Un homme s'est levé, Thomas Sankara, pour donner une direction, pour se libérer. Ils l'ont assassiné. Nous prenons par exemple le Ghana de Jerry Rawlings. Kwame Nkrumah, ils l'ont tué. Nous prenons Jerry Rawlings est venu pour rétablir l'ordre. Aujourd'hui, le Ghana est en train d'avancer. Mais malgré cela, le Ghana est en train de subir cet impérialisme-là. Le Nigeria, il ne faut pas oublier la guerre du Biafra, où il y a des millions de tués et des millions de déplacés. Qui en est l'auteur? C'est la France et ses alliés. Parce qu'ils ne veulent pas, à cause du pétrole du Delta, ils ne veulent pas que le grand Nigeria soit un grand. Alors, aujourd'hui, nous subissons cela au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Imaginez-vous, ça fait plus de 47 ans que la CEDEAO existe. C'est de guerre en guerre, règlement de conflit en règlement de conflit. Maintenant, la mode, non seulement il y a l'instabilité sociopolitique, mais aujourd'hui la mode c'est le terrorisme, c'est le djihadisme. Qui a amené ce terrorisme? Qui a amené ce djihadisme? C'est pour que nous n'allions pas vers un marché commun, c'est pour que nous n'ayons pas une monnaie commune, c'est pour qu'on ait des dictateurs à la tête de nos États. Voilà
C'est pourquoi j'ai voulu vraiment apporter cette analyse géopolitique. Cette analyse géopolitique qui me conduit à dire qu'en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, les enjeux sont énormes. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Mali doit interroger, doit nous permettre d'arrêter un peu et de savoir que nous sommes en guerre jusqu'à présent, en guerre de la décolonisation. Parce que nous sommes encore colonisés, nous ne sommes pas décolonisés. Cette guerre contre la colonisation, cette guerre pour l'indépendance, la souveraineté, c'est ce que le président Modibo Keïta avait prôné, ils l'ont éliminé. Ils l'ont éliminé. Donc, le père fondateur de la démocratie, de l'indépendance, Modibo Keïta, qui est allé jusqu'à la création de la monnaie unique, de la monnaie nationale, ils l'ont éliminé. Le Mali qui fait plus d'1 million de kilomètres carrés, dont le nord regorge de ressources, surtout la bande de Taodéni, ce bassin de Taodéni, pétrole, gaz, or, tout ce que vous pensez en richesse sous cette terre-là. C'est cette terre-là qui est convoitée, c'est ce qui crée des multitudes de djihadistes, et ce sont les impérialistes-là qui créent de l'insécurité sur le territoire congolais et sur le territoire malien. Et heureusement, on a un président, Assimi Goïta, qui est un patriote, qui est prêt à mourir, avec son équipe qui est prêt à mourir pour son pays. Je viens de lire hier qu'il y a combien de partis politiques qui se sont formés pour dire à Choguel de démissionner. Ce sont des valets de l'impérialiste. Ce sont des impérialistes. Ce sont des néocoloniaux qui ne respirent que de l'argent de l'Occident. Nous savons tous ce qui se passe. Alors c'est pourquoi il est important qu'on s'arrête un peu pour dire aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, n'oubliez pas, historiquement, c'est l'AOF, l'Afrique occidentale française. La France gouvernait ses colonies en Afrique de l'Ouest à partir de la France, avec le franc CFA. À partir du Sénégal du moins. C'est le Sénégal qui était la capitale de l'AOF. La Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny était le pion de l'impérialisme français. Parce qu'ils étaient tous des ministres français. Ils étaient tous des ministres français. Senghor, le grand poète académicien, notre compatriote, dont je salue la mémoire. Je salue également la mémoire du président Houphouët-Boigny. Je respecte sa mémoire. Mais ils ont sacrifié quand même notre sous-région. Donc aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui porte le manteau de l'impérialisme et du néocolonialisme avec son frère Macky Sall, qui sont prêts à sacrifier nos populations, nos pays, au profit de la France, au profit des forces occultes. Alors, l'enjeu de l'élection législative au Sénégal aujourd'hui, c'est ça. Quand on parle de système, ce n'est pas l'école. L'école est un moyen de perpétuer le système, parce que l'école donne le savoir. Qu'est-ce que l'école enseigne à l'école au Sénégal? L'école enseigne ce que le français est. L'école enseigne l'administration française. L'école nous enseigne la gouvernance française. L'école française nous enseigne les valeurs et la culture française qu'on inculque. Donc, nos cadres et nos intellectuels sont formatés. Ils ont la tête qui est malade. Parce qu'ils n'ont pas la tête de leur population, mais ils ont la tête française. Regardez les débats à la télévision. Regardez, celui qui ne porte pas veste et costume, venir parler le gros mot, le français, c'est comme si lui, il n'est pas civilisé, il n'a rien dans la tête. C'est des gens qui sont malades mentalement. Il faut libérer mentalement, c'est ce que Bob Marley a dit. Il dit nous sommes colonisés mentalement. Mental slavery. Nous sommes malades mentalement. Ce qui fait que les populations, cette jeunesse aujourd'hui, prennent la rupture. Cette jeunesse aussi est en avance par rapport au gouvernement. Les gouvernants sont moyenâgeux. Ils pensent moyenâgeusement. Alors que les populations aujourd'hui, la jeunesse, est dans une dynamique de révolution mentale. Est dans une dynamique de souveraineté et de libération nationale. Et les gouvernants ne veulent pas suivre cela. C'est irréversible. C'est pourquoi Macky Sall, qui
nos pétroles, nos gaz, ils s'assoient seulement, ils signent avec les gens, sans passer par l'Assemblée nationale. Les populations ne savent rien de ce qui se passe. Nos minerais, notre ressource halieutique est pillée. Les pêcheurs, c'est pourquoi les pêcheurs prennent leur pirogue pour mettre les gens dedans et aller vers l'Europe. Nous enrichissons l'Europe et nous appauvrissons nos populations. L'Europe aussi nous dit, vos populations, ne venez pas chez nous. Nous avons des chefs d'État qui ne sont pas du tout patriotes. Et à la limite, la majeure partie, ce sont des criminels. Parce que ils soumettent leur population dans une situation de guerre permanente. Vous savez, criminel, ce n'est pas celui qui prend l'arme qui tue ou qui prend un couteau qui tue. Le criminel, c'est le gouvernant qui soumet son peuple, qui l'appauvrit, qui le dépouille de ses richesses et qui le rend vulnérable. S'il est malade, il ne pourra pas se soigner. S'il a faim, il ne pourra pas manger à sa faim. S'il veut du travail, il n'a pas de travail. S'il accouche, les femmes accouchent, ils n'ont pas les soins, ils meurent dans les sarrêtes. Les routes ne sont pas bien, les infrastructures, dans les conditions de vie minimales, la population. Ça, ce sont des criminels. Tous ceux qui meurent dans ça, là, sont des criminels. Ils vont rendre compte devant Dieu demain. Ce sont des criminels. Et ce peuple-là, qui est dans ces conditions-là, ce peuple est en guerre. Ce peuple est en guerre permanente et quotidienne. Parce que quand il ne dort pas suffisamment. Quand il se réveille, il court pour savoir il y a combien de personnes au Sénégal aujourd'hui, à Dakar surtout, qui se lèvent le matin pour aller chercher la dépense journalière pour envoyer ça à la maison parce qu'en se réveillant, ils n'ont rien dans la poche. La misère, la pauvreté, alors que les ministres sont des multimilliardaires. Le clan du président de la République sont des multimilliardaires. Comment un ministre peut être multimilliardaire dans un pays aussi pauvre? Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Alors, donc, c'est pourquoi cette élection législative aujourd'hui, Benno Bokk Yakaar doit perdre lamentablement cette élection-là. Les populations doivent voter contre Benno Bokk Yakaar pour changer la donne. Parce que celui qui veut voter contre le bradage de nos ressources, les contrats léoniens, là, qu'on les élimine totalement et qu'on amène des lois, le tripatouage du code électoral, le parrainage, tout ça là devait être abrogé et remplacé par des lois démocratiques pour qu'au Sénégal, une fois au Sénégal, l'élection soit un moment de fête, de joie, l'élection soit un moment d'apaisement et de remettre au peuple sa souveraineté totale, de choisir librement. Même moi, Lamine Cissé qui suis là, quand je veux être candidat, que je n'ai pas de problème d'être candidat à la présidentielle du Sénégal. Mais c'est un casse-tête, être candidat au Sénégal. C'est la peur au ventre. Les hommes valables. Regardez en 2019, Macky Sall, avec son parrainage, il élimine, sur 27 candidats, il élimine 22. Et avant d'éliminer les 22, ils ont annoncé, son premier ministre a annoncé qu'ils veulent que 5 candidats. Si vous voulez les élections, vous vous installez. Et maintenant, vous prenez l'armée, vous prenez les forces de défense et de sécurité pour tuer les gens, pour mater les gens dans la rue. On ne peut pas lutter contre un peuple. Ce n'est pas possible. Je crois que pour éviter une guerre civile au Sénégal, il faut voter contre Benno Bokk Yakaar. Pour avoir la paix et la stabilité, il faut voter contre Benno Bokk Yakaar. Et aussi, voter contre Benno Bokk Yakaar, c'est aider le président Macky Sall à partir tranquillement. Dans son camp, on est de la paire ou de la coalition Benno Bokk Yakaar, il peut choisir président de la République. Vous pouvez choisir un dauphin. Vous pouvez choisir démocratiquement celui qui va vous remplacer et qu'il compétisse normalement dans les conditions de transparence électorale. C'est ce que nous voulons. En ce moment, celui qui va être président, on saura que c'est le peuple sénégalais qui l'a mis là. Je vous remercie de votre aimable attention.